Voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue ce soir dans le Zoom Mission Papillon, organisé par la Fédération CPN, avec comme super invité Johan qui va nous présenter l'OPI et une partie du travail de l'OPI, et puis surtout la star de ce soir qui sont les papillons. Euh, je vais démarrer par une petite présentation, rappel pour celles et ceux qui savent de ce que sont les clubs CPN et la fédération au sens large, connaître et protéger la nature. Et puis ensuite, je donnerai la parole à Johan qui pourra se présenter et au fur et à mesure de la soirée, je vous partagerai des éléments sur tous les outils pédagogiques qui composent la toute nouvelle mallette qui s'appelle Mission Papillon, qui sort actuellement donc à la boutique de la fédération CPN. Je vais euh, hop, partager ça. Voilà, normalement, c'est bon pour vous. Donc moi, juste en un petit mot, je me présente, je suis Camille Le Gouil et je suis donc la présidente de la fédération CPN. Et j'ai moi-même du coup un petit club CPN qui est basé dans le parc naturel régional du Morvan, qui s'appelle Pérao et qui se situe dans la Nièvre, dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc les CPN, c'est une fédération qui est avant tout un réseau d'éducation populaire à la culture naturaliste avec l'idée d'aller dehors pour apprendre dans la nature, sur la nature. On a créé le premier club CPN, c'était à l'initiative de Pierre Déhomme, qui est aussi le créateur et écrivain de auteur de la Hulotte, le petit journal naturaliste. Donc ça, c'était en 72, le premier club, et en 79, le premier numéro de la Gazette des Terriers. En 83, en fait, il y a eu trop de clubs. Ça a pris tellement d'ampleur que Pierre Déhomme et la Hulotte ont confié la gestion de tous ces clubs CPN à la fédération CPN, donc qui s'est créée en 1983 à Boultes-au-Bois, le même village que la Hulotte dans les Ardennes. Et depuis, on a déménagé dans un petit village qui s'appelle Poitéron, toujours dans les Ardennes, pas très loin de Charleville-Mézières. Donc c'est un réseau international. On est présent dans une vingtaine de pays. Là, c'est la carte juste pour vous donner une idée des adhérents et des adhérentes CPN de 2024. Et on peut adhérer au réseau sous trois modèles. Soit on peut être un club, qui est une association, une institution librement constituée. Il y a plein de formats possibles. On peut aussi adhérer en tant que personne individuelle parce qu'on est passionné de nature, parce qu'on est passionné d'un taxon par exemple et qu'on a envie de transmettre, parce qu'on est dans le milieu de l'animation et qu'on veut transmettre la nature, et aussi à titre tout à fait perso. Et puis on peut adhérer aussi dans un cadre familial euh, pour notamment faire les activités qui sont proposées mensuellement par les fiches d'activité CPN. Et sur le site, vous retrouverez la carte interactive avec tous les clubs présents en France et dans le monde. Alors, il y a énormément de clubs qui se situent en Afrique du Nord, dans les pays francophones d'Afrique du Nord, et avec lesquels, depuis l'année dernière, on a lancé des jumelages. Donc, on peut organiser voilà, des partenariats un petit peu poussés avec des clubs d'autres pays aussi grâce au réseau. Et au sein de l'équipe qui fait tourner la fédération, donc il y a un conseil d'administration d'une vingtaine de personnes dont je fais partie. Il y a une équipe de 6 salariés qui est basée dans les Ardennes. Donc les salariés, c'est celles qui préparent les commandes qui sont envoyées par la boutique, qui rédigent une partie des documents pédagogiques, qui répondent au téléphone et puis qui font toute la partie administrative, comptabilité et vie associative. Et je pense que j'oublie des missions qu'elles font aussi.
Et ensuite, on accueille à la fédération aussi des stagiaires, des volontaires et puis bien sûr des bénévoles. Et la grosse partie de notre travail, c'est la publication de matériel et d'outils pédagogiques pour partager la nature et apprendre des informations naturalistes, vulgarisées, mais pas trop, parce qu'on tient quand même à ce qu'il y ait toujours vraiment une rigueur scientifique derrière nos éditions. Et donc, on a plusieurs formes de publication. Il y a le cahier technique, qui est l'outil phare CPN, de cahier technique de la Gazette des Terriers. Et après, on a les fiches mensuelles qui se retrouvent en ligne et des outils pédagogiques sous forme de jeux. Et enfin, des cahiers d'activités qui regroupent les fiches mensuelles. Et après, il y a tout plein d'autres sources comme des affiches, des coloriages et d'autres documents. Et ça, je vous laisserai aller voir sur le site de la fédération si jamais ça vous intéresse. Et c'est là que se trouvera également la mallette Mission Papillon avec tous les outils à l'intérieur. Et quand on fait partie du réseau CPN, on a plusieurs rendez-vous dans l'année pour se retrouver et partager. Il y a notamment les rencontres internationales qui ont lieu tous les 2 ans et puis les festivals internationaux qui sont le festival international du film animalier à Ménigout où on est présent et le festival aussi de la photo animalière à Montier-en-Der où on loue une base de loisirs pour pouvoir accueillir tous les CPN qui sont intéressés à venir profiter du festival. Voilà. Ensuite, on a une bibliothèque, une base de données de DVD et d'expositions. On organise des concours en ligne. Là, le concours de poésie sur les oiseaux migrateurs, il est terminé, mais il y en a plein d'autres à venir. Et on organise aussi des formations. Donc cette année, 3 formations. Une formation qui s'appelle Débuter en animation nature. Elle, la session du mois de mai est terminée et il y a une autre session qui ouvre en août dans le Morvan, chez moi. Et puis enfin, on a les 2 autres formations de l'année pour lesquelles il reste des places. Il y a la formation micro CPN, donc c'est l'animation avec les tout tout petits, 0-3 ans, et puis la formation oiseau migrateur qui se passera dans les Pyrénées-Atlantiques. Voilà, donc pour ça, je vous laisse contacter la Fédé ou moi-même si jamais vous voulez d'autres informations. Donc ça, c'est des formations qui se font en présentiel. Et si nous, on est là ce soir, j'espère que j'ai pas trop parlé, que je vous ai pas trop perdu. Si on est là ce soir, c'est pour les formations qu'on propose aussi, comme ce soir en distanciel, avec les Zooms. Et donc, à présent, je vais laisser la parole et l'écran à Johan pour la suite. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Camille. Enfin, merci Camille d'avoir partagé cette information. Hop, je vais partager mon écran du coup. Est-ce que vous voyez bien mon diaporama? Ouais, c'est impeccable. Nickel. Ok, bah, super. Comme l'a dit Camille, moi je travaille pour l'OPI, donc c'est l'Office pour les insectes et leur environnement. C'est une association qui a pour but de protéger les insectes, leur environnement et aussi d'améliorer la connaissance, mais aussi d'éduquer à l'environnement. Donc on a 2 pôles principaux dans notre association, c'est un pôle d'expertise et un pôle d'éducation. Moi, je fais partie du pôle expertise. Je travaille sur ce qu'on appelle les plans nationaux d'action. Je vous en parlerai un petit peu plus juste après. Donc, on a un gros réseau d'adhérents avec quelques bénévoles qui font enfin, parmi ces adhérents, et on a une trentaine de salariés. On est basé principalement en Île-de-France, même si on intervient partout en France, et on a une antenne aussi en Occitanie. Voilà, on a aussi des associations régionales qui sont composées uniquement de bénévoles, des groupes de travail sur différents sujets, donc ça peut être sur les libellules par exemple, sur le benthos, donc ça va être toutes les espèces d'insectes qu'on va retrouver dans les rivières et dans les lacs, tout ça. Voilà, par exemple. Et on a aussi des groupes locaux. Voilà, vous aurez toutes les informations de l'OPI sur le site internet insect.org. N'hésitez pas à faire un petit tour. Puis si vous voulez adhérer aussi, n'hésitez pas.
Donc moi, je travaille sur le plan national d'action en faveur des papillons de jour. Ça tombe bien, on va parler de papillons de jour, enfin de papillons en général ce soir. Plan national d'action, on appelle ça aussi un PNA. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un outil stratégique, en fait, un PNA, qui permet enfin, qui a pour but de maintenir l'état de conservation ou d'améliorer l'état de conservation des populations d'espèces ciblées. Donc là, en l'occurrence, le PNA que je travaille, c'est les papillons qui sont ciblés. Euh, Quels sont un peu les objectifs? C'est de coordonner les actions prioritaires. Donc, en gros, toutes les actions qui peuvent être favorables aux papillons, l'idée, c'est de pas que chacun travaille de son côté sans savoir trop quoi faire. L'idée, c'est de rallier un peu tout le monde. Mobiliser les acteurs. Donc, on a plein d'acteurs différents qui peuvent travailler sur les papillons. On a des associations, des bureaux d'études, des, euh, des agriculteurs. Plein de personnes peuvent améliorer l'état de conservation des papillons et faut coordonner tout ça. Et il y a un document qui a été créé qui s'appelle qui est le plan national d'action, donc le document, qui a été créé rédigé d'une façon collégiale. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont mis sur ce document pour savoir quels axes il fallait traiter pour bien orienter ce plan national d'action. Et il y a 36 espèces qui ont été choisies, donc qui ont été ciblées. Donc c'est des espèces de papillons qui sont soit menacées. On sait si un papillon est menacé ou pas en se basant sur les listes rouges. Donc en gros, c'est une liste qui permet de recenser toutes les espèces et savoir si elles sont plus ou moins, si elles ont plus ou moins de chances de disparaître dans les prochaines années. Il y a aussi toutes les espèces qui sont protégées, qui sont rajoutées, qui font partie des espèces ciblées, les espèces qui sont aussi à enjeu à l'échelle de l'Europe et des espèces qui sont très localisées, donc qu'on va retrouver vraiment Vas-y, que dans deux pommes des de endroits sucre très et précis, de la poire. comme des espèces corses qu'on va retrouver que en Corse, par exemple. C'est bon, j'entends, hein. On a un petit micro qui est activé. Voilà, j'entends. Voilà. Je sais, mais je sais pas le défaire. Je suis pas très douée. C'est pas grave, quelqu'un pourra le faire pour vous, je pense. Merci. Donc, ces espèces ciblées, ça va être les espèces sur lesquelles on va principalement se concentrer pour le PNA, mais ça va favoriser aussi toutes les autres espèces par effet parapluie. Donc, c'est-à-dire que par exemple, si on protège une prairie parce que il y a une espèce trop bien de papillons super rare qui est sur cette prairie, ben le fait de protéger cette prairie, ça va aussi favoriser les autres espèces de papillons. Voilà. Vous pourrez trouver toutes les infos sur le PNA, sur le site du PNA que vous avez en bas. J'arrive plus. Ok. Donc, je vais vous présenter les grands axes du PNA. Qu'est-ce qu'on fait en gros? Euh, le premier axe, c'est la déclinaison régionale. La France, c'est très grand. On ne peut pas travailler sur toute la France tout seul. Du coup, le but, c'est à l'échelle de chaque région, on a une déclinaison régionale. Donc, c'est un document qui va être créé et une animation qui va se faire à l'échelle de la région. Euh, Et on voit que sur la France, on a quand même pas mal de régions où il y a déjà une animation qui a été faite, enfin qui est en cours en tout cas. Il nous manque la Bretagne et la Normandie qui vont bientôt arriver, qui sont en cours de rédaction. Voilà. Et on a plein de structures, donc des associations principalement, qui vont permettre de relayer localement le plan national d'action. Un autre axe très important, c'est l'amélioration de la connaissance. C'est bien de protéger les papillons, mais si on ne sait pas ce qu'on protège, si on ne connaît pas bien leur mode de vie et si on ne sait pas comment se portent les populations, si elles vont bien, si elles vont pas bien, tout ça, ben on peut pas protéger quoi. Donc pour cela, on a par exemple des différents protocoles qui ont été mis en place. Donc on a des protocoles très généralistes comme le STERF qui a un suivi temporel qui vise à savoir euh, comment évoluent les populations de papillons. On a d'autres protocoles généralistes comme le chronocapture et le chronoventaire qui nous permettent aussi d'avoir une idée de comment évoluent les populations de papillons. Et on a des protocoles beaucoup plus ciblés qui vont être vraiment sur une espèce en particulier pour mieux connaître cette espèce, donc savoir
quelle plante elle va avoir besoin, quel milieu très précisément elle va avoir besoin. Est-ce que ces populations de cette espèce-là, pareil, est-ce qu'elles se portent bien ou est-ce qu'elles se portent mal? Donc pour ça, il y a des protocoles vraiment ciblés qui ont été créés. Un autre axe qui est très important, c'est la gestion et la conservation. Donc le rôle de l'animation nationale du PNA, ça va être notamment euh, de mettre à disposition à tous des outils de gestion et de conservation pour vraiment à l'échelle nationale il y a un regroupement de la bibliographie et que tout le monde trouve des solutions pour améliorer la conservation. Donc ça, on peut retrouver ça sur le site du PNA. Et notamment, on a des fiches retour d'expérience qui ont été mis en place, que vous retrouvez aussi sur le site du PNA. Donc ça, c'est n'importe qui fait des actions pour les papillons qui peut remplir ce genre de fiches et qui va pouvoir dire, ben voilà, chez moi, avec mon association, on a mis en place une restauration de ce milieu-là pour ce papillon parce que c'était important de préserver ce papillon parce il allait disparaître, par exemple. Et donc, ça permet aux autres de savoir ben, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a pas marché. Voilà. Et une autre partie importante du PNA, c'est l'axe de valorisation et de sensibilisation. Donc ça va être soit au grand public, soit sur des gens qui sont déjà spécialisés. Pour le grand public, on a des vidéos qui ont été mises en ligne, par exemple. Vous les retrouvez sur le site YouTube enfin la page YouTube de l'OPI, qui s'appelle OPI TV, qui présente les espèces qui sont ciblées par le PNA et qui présente aussi le PNA en général, qu'est-ce que c'est, quelles sont nos missions, tout ça. On a aussi des formations qui sont mises en place. Donc, ça va être, tout à l'heure, je vous parlais du protocole STERF. Il y a des formations qui sont mises en place pour développer justement ce protocole et que n'importe qui puisse, une fois avoir passé la formation, maintenir ce protocole. Et on a aussi des formations qui sont plus ciblées sur la recherche d'une espèce en particulier, des choses comme ça, par exemple. Et dans l'axe de valorisation et de sensibilisation, aujourd'hui, on a la mallette qui vient de sortir, qui est un des outils très intéressants qui va nous permettre de parler de papillons au grand public. Voilà, je vais laisser la parole à Camille pour parler justement un petit peu de la mallette. Oui, merci. À la toute fin, je vous présenterai. Alors, du coup, je sais pas si toi, t'as arrêté le partage d'écran, mais peut-être moi, je Ah peux. oui, pardon, je Non, vais le mais je sais pas. reprendre. Sinon, comme tu veux. Sinon, moi, je repartage. Non, non, mais tout à fait, ouais, je le reprends. Hop. Avant, il y avait une question de Thierry Ouais. sur le PNA et qui se demandait si ça faisait pas double emploi avec le PNA pollinisateur. Eh ben, le PNA pollinisateur, il va se concentrer sur tous les pollinisateurs, donc pas seulement sur les papillons. Donc les papillons sont des pollinisateurs, donc ils sont inclus dans le PNA pollinisateur. Mais c'est vrai que du coup, les actions, pour éviter de faire doublon, les actions du PNA pollinisateur, ils vont souvent être sur les abeilles sauvages, par exemple, ou sur d'autres types de pollinisateurs qu'on va pas avoir dans le PNA papillon, pour qu'on ait une complémentarité et pas un effet doublon entre nous. On se marche pas dessus, vous inquiétez pas. Je vois Thierry Merci. opiner du chef, donc je pense que la question a Et, été la réponse validée. est validée. Très bien. Du coup, à la toute fin, je vous présenterai la totalité de la mallette avec du coup l'ensemble des différents outils qu'on va voir au cours de la soirée. Et là, on commence avec par l'un des outils que moi je trouve le plus facile en termes de prise en main, qui est un outil qui s'appelle le Kikimank, qu'on décline sur plein d'autres taxons aussi, mammifères, petits fruits, etc. Et qui est constitué, donc là, il y a 5, il y a 15 espèces environ de papillons qui sont représentés. Et en fait, on a une carte avec la totalité des papillons représentés. Alors, peut-être on peut couper le partage d'écran maintenant, Johan, et si vous Ouais. voulez, je vous montre. Alors, c'est le qui manque insecte qui reste, du coup, ça reste dans le thème. Si vous voulez voir à quoi ressemble la version réelle. Donc ça, c'est une carte avec la totalité des insectes que nous, on a choisi de présenter. Et dans le jeu, il y a toute une série
de petites cartes, comme ça. Je vais essayer de les mettre dans le rayon de soleil qui traverse mon bureau pour que vous les voyez bien. Et en fait, à chaque fois, sur chacune de ces cartes, il manque un des papillons qui est sur la grande page d'origine. Et donc, c'est un exercice de discrimination visuelle que de reconnaître le papillon qui manque sur notre carte à nous. Et ensuite, quand on retourne la carte, alors, est-ce que j'aurais quand même pu trouver la carte du papillon? Cette fois, Si tu veux, moi il est où? j'ai le qui manque Le papillon sous macaron. la main. Ah oui, bah moi je l'avais pas pris. Mais voilà, au dos de chacune des cartes, quand on pense avoir trouvé l'insecte ou le papillon manquant, on peut la retourner. Et là, vous avez la réponse avec une petite info sur la biologie de l'espèce et puis une petite anecdote pour se souvenir. Et après, on peut s'en servir à l'intérieur du jeu. Il y a toute une série de petites règles. On peut s'en servir pour faire aussi comme un peu l'élaboration de clés d'identification en demandant aux participants, aux participantes de si on devait classer tous ces papillons, bah voilà combien on ferait de familles, qu'est-ce qui les différencierait les uns des autres, et donc on dirait ceux qui ont les plus grandes ailes, ceux qui ont les plus petites ailes, ceux qui ont des antennes comme ci, des antennes comme ça. Voilà, et c'est un jeu donc une fois rangé qui tient dans cette petite pochette, et donc on peut emmener facilement sur le terrain et jouer à partir de tous les âges. Voilà. Euh, S'il y a des questions sur le jeu, mais peut-être pas, et puis on pourra de toute façon y répondre au fur et à mesure. Je te rends le micro, Johan. Ouais. Je repartage mon écran, du coup. Ouais, du coup, vous avez une idée là sur mon partage d'écran de à quoi ressemble le jeu sur les Le papillons. qui manque papillon. On voit pas encore ton écran. Enfin, moi, en On tout voit pas? cas, j'ai Hmm. pas encore ton écran. Ah, ça n'a pas marché en effet. Est-ce que là, Yes. c'est bon? Oui. Nickel. Donc voilà à quoi ressemble le qui manque. Ok. Bon, je vous ai parlé de sujets un petit peu lourds, le PNA, tout ça, c'est pas toujours évident de savoir ce que c'est. Je vais vous parler de sujets un peu plus simples. Déjà, qu'est-ce que c'est un papillon? Bon, j'imagine que vous êtes tous et toutes un petit peu sensibilisés à la nature, donc vous savez ce que c'est un papillon déjà. Mais qu'est-ce qui fait que scientifiquement on catégorise une petite bestiole en papillon? Donc déjà, il faut savoir que les papillons, ce sont des insectes. Comment on reconnaît que c'est un insecte? On a trois paires de pattes, donc six pattes en tout, deux paires d'ailes et deux antennes. Et on a un corps qui est divisé en trois grandes parties, l'abdomen, le thorax, sur lequel sont rattachées les pattes, et la tête. Donc ça, c'est comme ça qu'on reconnaît que le papillon est un insecte. Et parmi les insectes, comment on sait si c'est un papillon ou pas? Il y a deux grandes choses à regarder, c'est les ailes. Est-ce qu'elles sont recouvertes d'écailles ou pas? Donc les ailes des papillons sont recouvertes d'écailles. Et la trompe. Les papillons ont leurs pièces buccales qui sont modifiées pour aspirer le nectar, tout ça. Donc ils ont une trompe. Il y a des cas exceptionnels où ils ont perdu la trompe. Je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Mais la plupart des espèces ont une petite trompe. On les catégorise souvent en deux grandes catégories, donc papillon de jour et papillon de nuit. On verra un petit peu plus tard comment on range dans ces catégories et quelles sont les limites de ces catégories. Et en tout, on a 61 familles de papillons en France. Donc ça représente quand même une belle diversité. Une famille, donc c'est des petits groupes avec plein d'espèces qui se ressemblent, mais chaque famille est quand même assez différente entre elles. Donc on a quand même une belle diversité au sein des papillons. Et le nom scientifique des papillons, c'est lépidoptère. Donc lépidoptère, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les ailes couvertes d'écailles. Donc en fait, ça vient du grec, lépido qui veut dire les écailles et ptère qui veut dire les ailes. Et en fait, c'est lié au fait que sur leurs ailes, ils ont des petites soies qui sont modifiées et qui ressemblent à des petites écailles comme ça. Donc, ça fait comme des tuiles en fait. Et c'est ce qui leur permet d'avoir des motifs super complexes sur les ailes. En fait, chaque motif est composé de plein de pixels qui sont ces écailles. Et c'est ce qui fait, par exemple, si vous avez déjà touché un papillon, vous avez eu certainement cette poudre sur les mains. Et bien en fait, c'est les écailles du papillon qui vous restent sur la main.
Donc, différence entre papillon de jour et papillon de nuit. Euh, je vais vous reparler en termes scientifiques. Les papillons de jour, on appelle ça généralement des rhopalocères. Donc, rhopalocère, en fait, c'est un nom un peu barbare, mais qui veut juste dire les antennes à massue. Rhopalo, c'est les massues, et cerf, c'est les antennes. Donc, en fait, on les reconnaît, les papillons de jour, parce qu'ils ont justement cette forme d'antenne très particulière, qui est fine à la base, avec une petite massue au bout. Et après, on a les papillons de nuit. Ça veut dire qu'on appelle en termes scientifiques hétérocères, qui veut dire antennes différentes. Donc là, deux possibilités de pourquoi on appelle ça des antennes différentes. Souvent entre le mâle et la femelle, on a une forme d'antenne qui est différente. Donc ça peut venir de ça. Et aussi, ben, au sein des hétérocères, on a plein de formes d'antennes qui sont possibles. Là, par exemple, on a le cas de l'antenne en forme de plume. Donc on appelle ça une antenne pectinée. Pectinée, ça veut dire en forme de peigne qu'on retrouve chez pas mal d'espèces, notamment chez les mâles. Et en fait, ça sert à capter les phéromones. Et donc, le mâle, grâce à ça, va capter les phéromones de la femelle et réussir à trouver la femelle, même s'il fait tout noir. Il arrive à parcourir des distances impressionnantes et vraiment capter où chercher la femelle. Voilà. Et les papillons de nuit ont parfois aussi les antennes toutes fines ou plutôt vraiment que en forme de boudin. Donc il y a plein de formes différentes. Les papillons de nuit sont beaucoup plus diversifiés que les papillons de jour. Vous voyez qu'il y a 250 espèces environ de papillons de jour en France contre plus de 5000 de papillons de nuit. Donc on a quand même beaucoup plus d'espèces de papillons de nuit. Pourquoi c'est un peu plus compliqué que ça? En fait, ce qu'on appelle les papillons de nuit, c'est un groupe qui est très large, qui regroupe plein d'espèces qui se ressemblent pas du tout. Et au niveau de la phylogénie, donc ça veut dire est-ce que les espèces sont proches d'elles ou pas dans l'évolution. On a des espèces qui sont très éloignées les unes des autres. Et donc en fait, si on les regroupe tous ensemble, ben ça fait un groupe qui est vraiment qui se ressemble pas du tout. Donc d'un point de vue vraiment scientifique, le terme hétérocère, on est plus censé l'utiliser. Mais comme c'est plus simple pour nous de le catégoriser en papillon de jour, papillon de nuit, souvent on parle toujours de papillon de jour et papillon de nuit. Un autre aspect un peu déroutant quand on parle de papillon de nuit, c'est qu'il y a beaucoup d'espèces, enfin beaucoup, pas la majorité, mais on a quand même quelques espèces qui sont diurnes, c'est-à-dire qui vivent le jour. Donc on a des papillons de nuit qui vivent le jour. C'est un petit peu complexe, quoi. En tout cas, ça porte à confusion. Voilà. Au niveau du cycle de vie, donc une version très simplifiée de ce cycle de vie, on part de l'œuf éclot, ça donne une chenille qui va grandir petit à petit, qui va faire des mues pour grandir. Une fois qu'elle est assez grande, la chenille, parce elle a bien mangé, elle va devenir une chrysalide. Certaines espèces font un cocon, donc c'est-à-dire autour de cette chrysalide, ils vont faire avec de la soie un cocon en fait. Et une fois que la chrysalide est prête à sortir, hop, on a un adulte qui sort, ce qu'on appelle en termes scientifiques un imago. Donc c'est juste un terme un peu barbare pour dire un adulte d'insecte. Et une fois que cet adulte est sorti, il va chercher à se reproduire, il va y avoir l'accouplement, et après l'accouplement, la ponte, et le cycle continue. Mais bien sûr, vous l'aurez deviné, c'est pas aussi simple. Quand on parle du cycle de vie, faut penser aussi aux plantotes, parce que donc ça va être la plante sur laquelle la chenille va se nourrir. Donc c'est une plante ou un groupe de plantes qui vont être essentielles aux papillons. C'est-à-dire que si cette plante-là ou ce groupe de plantes-là n'est pas présent, le papillon va pas pouvoir se reproduire parce que la chenille va pas pouvoir manger. Et du coup, le papillon ne peut pas perdurer sur ce milieu-là. Et là, je vous ai pris un exemple particulièrement compliqué. Donc c'est l'exemple de l'azuré du serpolet. Donc les azurés, souvent, ils ont la particularité d'avoir besoin des fourmis pour compléter leur cycle de vie. On dit qu'ils sont myrmicophiles. Donc myrmico, ça veut dire la fourmi, et phile, ça veut dire qu'il aime. Donc c'est le cas de l'azuré serpolet, qui est myrmicophile strict, c'est-à-dire qu'il est obligé d'avoir la fourmi dans son cycle de vie. Et si la fourmi, cette fourmi particulière, donc c'est le genre Myrmica, ces petites fourmis oranges, elles sont pas présentes, ben, le papillon, il peut pas se reproduire. Donc voilà, c'est un exemple particulièrement compliqué, mais c'est pour vous dire que le cycle de vie, ça peut être beaucoup de choses. Euh, voilà. Je te relaisse la parole, Camille, pour parler un petit peu plus Oui, de la mallette. Il y a une petite question euh, avant.
Ouais. Tu disais que hétérocère, c'était pas forcément le meilleur terme. Est-ce que il y a d'autres termes qui décrivent mieux? En fait, on n'a plus de termes pour mettre tous ces papillons dans le même panier parce qu'ils sont trop Hmm. différents. Et du coup, on est obligé de maintenant de le dire par famille, par exemple. Donc, on a la famille des écailles, on a la famille des bombix, on a la famille des saturnidés. Et en fait, si on doit citer toutes les familles, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en avait 61, je crois. C'est trop long. Du coup, c'est pour ça qu'on garde ce terme hétérocère, même si il n'est pas exact scientifiquement parlant, parce on regroupe des familles qui sont pas censées être regroupées parce qu'elles sont trop distantes les unes des autres. Ok, merci. Voilà. Et donc, dans la continuité des outils que je vous présente ce soir pour les CPN, on a le cahier technique Papillon, qui est une réédition du cahier technique Papillon qui était déjà sorti il y a plusieurs années, mais du coup qu'on a réécrit, remis à jour avec notamment l'OPI en relecture. Et donc, c'est comme en fait, à l'image de chacun de nos cahiers techniques, c'est un outil qui va permettre de faire de la sensibilisation et de mettre en place des actions de protection pour les papillons. Et dans chacun des cahiers, en fait, il y a une partie qui est de l'apport de connaissances avec des pages qui sont facilement adaptables sur les les différents apports de connaissances dont on a besoin pour parler de papillons, de chenilles, etc. Et puis ensuite, il y a des idées d'activités et d'animation à faire du coup vraiment de façon... vous êtes très fortement invités à les faire dehors, ces activités. Donc voilà des idées d'activités de reconnaissance des papillons, des idées d'activités de jeu pour comprendre par exemple comment ils se nourrissent, etc. Et puis à la fin de ce guide, on a du coup la partie mise en action. Maintenant qu'on a un peu compris au fil des séances qu'on aurait animées par exemple ou au fil d'une seule séance, qu'on a un peu compris les enjeux autour du papillon des papillons, etc. Du coup, il y a des idées d'actions à mettre en place. Donc, il y a du partage d'actions qui ont déjà eu lieu pour donner des idées. Là, il y a un exemple, par exemple, dans ce cahier technique, il y a un exemple qui est mis en place d'un projet qui est mis en place par le Conservatoire d'espaces naturels d'Alsace. Et puis ensuite, on vous partage, par exemple, les projets de sciences participatives en cours auquel on peut participer, un guide pour devenir du coup protecteur ou protectrice des papillons en favorisant les abris naturels, des conseils pour prendre en photo les fleurs et les papillons qui vont se poser dessus. Et puis ensuite des pistes pour aller plus loin, donc des supports pédagogiques et des liens vers plein d'autres partenaires pour vous donner plein d'autres idées de choses à faire autour des papillons. Voilà pour le cahier technique. Et je vois la question en même temps. Le cahier technique, oui, il est déjà à la boutique et tous les outils qui sont dans la mallette pédagogique Mission Papillon. Je vérifie que je dis pas une bêtise en même temps que je vous le dis, mais non. La quasi-totalité, comme ça je suis sûre de pas dire une bêtise, la quasi-totalité se trouve en vente individuellement au sein de la boutique de la FCPN. Voilà. Trop bien. C'est hyper important ce genre de petits outils. Je continue du coup. C'est t'as fini. Donc je vais faire un petit zoom sur quelques espèces. D'abord présenter des espèces que vous voyez certainement presque tous les jours. Peut-être pas tous les jours, mais au moins vous avez déjà vu dans votre jardin certainement. Et qui sont faciles à identifier. On a le macaon par exemple. Donc une belle espèce avec, on appelle aussi le porte-queue.
parce qu'il a deux petites queues à l'arrière de ses ailes, qui est plutôt jaune et qui est tigré, mais aussi tacheté. Donc, à peu près partout en France, on peut pas trop le confondre, à part avec le flambé, qui va être un petit peu plus blanc et qui va avoir plutôt, qui va être tigré, totalement tigré. Euh, Après, si vous êtes en Corse ou si vous êtes dans le sud-est de la France, donc dans les Alpes ou vraiment en région PACA, il y a d'autres espèces qui ressemblent un petit peu plus, donc là c'est un peu plus compliqué. Mais partout ailleurs, c'est très simple à identifier. Un petit fun fact sur cette espèce, c'est la chenille que vous voyez au milieu. Elle a la possibilité de déployer un organe qui est caché, on le voit pas sur la photo, un petit organe orange qui émet une odeur qui est vraiment très nauséabonde et qui lui permet de justement de se protéger quand il y a des prédateurs qui s'approchent. Donc voilà, si jamais vous avez vu ces petites chenilles-là et que vous voyez un tube orange, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est sa méthode de défense. Le pan de jour, donc celui-là très facile à reconnaître, rouge avec des gros ocelles bleus. Euh, c'est une espèce qui va passer l'hiver au stade adulte, cachée soit dans des fourrés, des tas de bois, souvent aussi dans des caves, dans des grottes, il peut aussi se mettre. Et il a développé une stratégie pour éviter de se faire manger. Donc déjà, pour éviter de se faire manger par les oiseaux, il y a ces gros ocelles qui font penser à des yeux. Donc les oiseaux, dès que le papillon va ouvrir ses ailes, il va un peu paniquer et se dire, oh non, c'est un hibou ou une chouette, je vais me faire manger, faut que je me tire de là. Mais aussi, quand il hiberne, en fait, il fait tout noir, souvent là où il est. Donc ça sert à rien d'avoir des super ocelles, il faut trouver une autre stratégie pour éviter de se faire manger notamment par des campagnols, des petites souris, des choses comme ça. Il émet un petit son, donc ça fait des petits sons pour nous qui vont ressembler à des maracas, donc c'est tchit, tchit quand il ouvre les ailes. Sauf que pour les petits rongeurs, ils vont entendre un bruit très aigu que nous on n'entend pas, donc de l'ultrason, et qui va complètement les perturber et les faire fuir. Donc ça lui permet d'éviter de se faire manger quand il se repose, quoi. Une autre espèce qui est très commune et qu'on voit souvent, c'est le citron. Le mâle est inconfondable. Il est jaune pétant comme ça, avec une forme assez particulière. Il y a le citron de Provence dans le sud qui va lui ressembler, mais qui a deux grosses taches jaunes oranges pardon, sur les ailes. La femelle va être un peu plus dure à déterminer. Elle est un blanchâtre, donc on la repère moins facilement. Et c'est une espèce qui a la particularité de produire un genre d'antigel qui lui permet de passer l'hiver sans geler. En fait, ça va protéger ses organes du gel. Donc, on peut retrouver des citrons au beau milieu de l'hiver qui sont planqués dans les prairies, complètement surgelés. Et en fait, ils sont encore en vie parce que leurs organes se portent bien grâce à cet antigel. Voilà. Et c'est pour ça que c'est une des premières espèces qu'on voit au printemps, dès qu'il y a les petits rayons de soleil, on voit les Surtout pas papillons toucher jaunes. au fil là, parce que sinon ça va encore couper. Euh, un papillon de nuit cette fois-ci. On a le petit sphinx de la vigne. Celui-là, je vous l'ai juste mis parce que il est trop beau. Et souvent, on se dit, ah, les papillons de nuit, c'est tout gris, c'est marron, c'est moche. Et en fait, celui-là, pas du tout. Celui-là, il est rose pétant avec du jaune aussi. Ça lui sert à éviter de se faire manger par les oiseaux en journée et autres prédateurs qui vont savoir que ces couleurs-là, c'est des couleurs qui indiquent c'est toxique, il faut pas que je le touche. Un autre papillon de nuit, celui-ci est énorme, c'est ce qu'on appelle le grand pan de nuit. Même stratégie que le pan de jour, il va avoir des ocelles, ce qui lui permettent de se faire passer pour une tête de chouette ou quoi. Et aussi, il est juste énorme, c'est le plus grand papillon d'Europe. C'est une espèce, tout à l'heure je vous parlais de la trompe, c'est une des rares espèces qui n'a pas de trompe. En fait, l'adulte ne va pas se nourrir. Il va juste passer son temps à essayer de se reproduire et mourir au bout de quelques jours, quelques semaines maximum, sans se nourrir. Juste, il a fait toutes ses réserves quand il était chenille et il fait toute sa vie juste pour se reproduire vite, vite, vite et après il meurt. Donc là, cette fois-ci, je vais vous présenter des espèces un peu plus rares et notamment des espèces PNA. Donc c'est des espèces qui sont à enjeu, qui ont été sélectionnées, en tout cas qui sont ciblées par le Plan national d'action. Donc là, par exemple, on a l'Apollon.
La particularité de l'apollon, c'est qu'on le retrouve seulement en montagne. C'est une espèce qui va vraiment avoir besoin de milieux d'altitude, donc des pelouses qu'on va retrouver en montagne, des choses comme ça. Et donc c'est une espèce qui va être assez isolée, vu qu'on n'a pas des montagnes partout en France. On a le fadet des lèches, qu'on reconnaît avec ses gros ocelles sur ses ailes, et c'est une espèce qui est relativement petite quand même, avec des gros ocelles comme ça. Cette espèce-là a la particularité de passer l'hiver au stade chenille, et les chenilles, en fait, elles vont se cacher dans leur plantote. Donc la plantote de cette espèce-là, c'est la Molinie. C'est un genre de graminée qu'on va retrouver dans les milieux humides, qui va faire des grosses touffes. Et en fait, c'est dans ces touffes-là que va se cacher la chenille. Après, on a l'azuré du serpolet. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure pour son cycle de vie. Et voilà, sa particularité, c'est qu'il a vraiment besoin de la fourmi pour compléter son cycle. Et ce qui en fait une espèce particulièrement sensible, parce que si on n'a pas cette fourmi ou si on n'a pas la plantote, ben, l'espèce ne peut juste pas se reproduire sur le milieu. Voilà, je te laisse la parole, Camille, pour continuer à parler de la mallette. Merci beaucoup. Euh, Est-ce que je regarde les questions en même temps, du coup je vois, est-ce que dans le cahier technique on retrouve tout ce que Johan a expliqué? Oui. Euh, oui, en grande partie. En fait, du coup, je sais pas si tu peux couper le partage d'écran. Ouais, comme ça tu peux montrer un grand, Je peux montrer dans le cahier technique cette partie-là avant l'autre outil. carrément. Euh, du coup, dans le cahier technique, vous avez toute une liste de papillons parmi les plus communs, avec à chaque fois une petite carte d'identification. Et je crois il y a aussi des petits calendriers d'observation, voilà, pour savoir de quand à quand, où est-ce qu'on peut voir les différentes espèces. Et il y a aussi le rappel de ce que disait aussi Johan au début, avec le rappel sur le cycle de vie, les différentes formes des œufs des papillons, comme ça ressemble à des champignons, voilà, petit lapsus. Reconnaître les chenilles, il y a vraiment plein de pages d'identification comme ça. Et ensuite, je vois la dernière question, en tout cas, c'est si on peut recevoir ce diapo. Du coup, je sais pas, peut-être pas, peut-être t'as pas la réponse, Johan. En tout cas, comme le Zoom est enregistré, vous pouvez avoir accès au partage d'écran qui défilait. Vous pouvez le revoir dans le Zoom enregistré, ça c'est sûr. Ouais, Ben du coup, si tu veux bien remettre le partage d'écran, je vais vous présenter donc un nouveau jeu qui est sous le même format que le jeu précédent avec les cartes, le qui manque. C'est le même format A5. Et donc c'est le Loto Memory des papillons. Et on a deux types de grandes planches pour jouer au loto. Une version donc avec des plantes sans le nom du papillon, c'est celle qui est encadrée en rouge dans le fond, et une version avec le papillon hôte de cette plante. Donc c'est un jeu qui permet d'apprendre à reconnaître les papillons et aussi à comprendre leurs interactions avec les différentes plantes. Et donc pour le loto, on peut comprendre les différentes interactions et reconnaître les papillons en fonction des plantes qu'ils utilisent. Et après, sur chacune des petites cartes, vous avez les papillons, donc les cartes qui peuvent aussi servir à jouer à un format memory à part. Et sinon, les pioches pour jouer au loto. Et en fait, elles sont de trois types en fonction de l'évolution de nos connaissances. Il y a la carte avec l'image du papillon, elle ouverte et elle fermée, et le nom du papillon.
Et ensuite, il y a la carte avec l'image du papillon. Donc là, c'est la belle dame que j'ai choisie pour l'exemple. La carte papillon, mais sans le nom. Et la carte aussi avec seulement le nom qu'on peut, qu'on peut réassocier. Voilà. Donc c'est un jeu qui permet de se balader dans la nature avec les petites cartes papillons en question ou les cartes plantes aussi pour essayer de les retrouver dans la nature. Euh, et qui permet vraiment de comprendre les différentes interactions entre les plantes et les papillons via la reproduction et la chenille. Euh, voilà, et qui peut être réinvesti une fois à l'extérieur et puis une fois en intérieur. Et dans le jeu, on a combien d'espèces? Je vois la question. Euh, il- Alors, sur 60, il y a 24, il y a 24 espèces de papillons. Oui, c'est ça. Dont je n'ai pas la liste. Mais on apprend aussi, du coup, par exemple, que voici, je peux vous donner la liste des papillons si vous le voulez. Mais donc il y a 24 espèces et on apprend aussi que certaines plantes sont hôtes de plusieurs papillons, comme l'ortie par exemple, qui accueille autant la belle dame que la carte géographique que le pan du jour ou la petite tortue par exemple. Voilà. Sur le Lotto Memory, donc qui est dans la mallette Mission Papillon et qui est aussi à disposition à part individuellement sur le site de la fédération. Euh, c'est bon pour moi. Si Johan, tu veux reprendre Ouais, 1, 2, 3. ok. Alors, vous l'aurez peut-être deviné, peut-être que vous le savez déjà, mais les papillons sont des espèces qui sont menacées, en tout cas pour la plupart. On a des espèces qui se portent, enfin, quelques espèces qui se portent plutôt bien, mais la plupart, ça va pas trop. Et c'est pour ça qu'on est là, avec le PNA notamment pour mettre en place plein d'actions pour éviter leur disparition. Donc, qu'est-ce qui fait que ben, on a de moins en moins de papillons? Beaucoup de changements dans l'agriculture qui ont fait et dans la gestion des espaces verts qui font que ben, les papillons ne retrouvent plus leurs plantes hôtes. Donc, soit parce qu'on a de plus en plus de monoculture, faut nourrir tout le monde, donc plus de champs, moins de prairies. Beaucoup plus d'utilisation de pesticides qu'avant, ce qui fait que ça impacte directement les espèces euh, dans tout leur cycle de vie. Euh, dans tout ce qui est élevage, on a des zones qui sont beaucoup trop pâturées. On parle de surpâturage. Quand on a trop de vaches au mètre carré, ben en fait, l'herbe, elle n'arrive pas à repousser et donc on a juste un tapis soit de terre, soit une herbe très rase qui va pas favoriser le développement des chenilles. Et pour les prairies qui sont fauchées, on a des cas où on a une fauche qui est beaucoup trop régulière ou qui se fait trop tôt. Notamment là, dans le contexte du changement climatique, on a les blés qui sont pas les blés, pardon, les graminées qui sont ramassées de plus en plus tôt parce que bah, il fait chaud de plus en plus tôt et donc les arbres poussent. Et donc, en fait, les papillons, comme ils n'ont pas le temps de faire leur cycle de vie, ils se développent pas sur ces prairies-là. Au contraire, on a des milieux qui sont complètement oubliés. On parle de déprise agricole dans certains milieux, où on a les milieux qui vont se refermer. Donc en fait, à la base, on avait une prairie ou une pelouse qui va devenir une forêt. Donc c'est bien pour plein d'espèces, la forêt, mais pour les papillons, c'est pas toujours avantageux. Et on a des milieux qui sont vraiment très intéressants, comme ben, les pelouses, les coteaux calcaires, tout ça, qui ont besoin d'être maintenus ouverts parce qu'on a des espèces qui sont en jeu sur ces milieux-là. Bon, bien sûr, il y a l'urbanisation et la fragmentation des habitats qui sont une grosse cause de la perte de biodiversité chez les papillons, et le changement climatique et les changements dans l'hydrométrie qui vont faire que le changement climatique, par exemple, il peut faire fleurir
des plantes hôtes des papillons plutôt que, ou les faire pousser en tout cas plutôt que le papillon apparaît. Et s'il y a un décalage entre la plante hôte et le papillon va pas pouvoir se reproduire. Et donc c'est problématique. Euh, le changement climatique aussi implique des changements d'hydrométrie. Et pour les espèces qui sont sur des zones humides, par exemple, les zones humides vont s'assécher. Ça peut poser plein de problèmes. Et pour les papillons de nuit, on a la pollution lumineuse qui peut les impacter. Donc ça va être le fait de laisser trop de lumière allumée, donc l'éclairage public, mais aussi l'éclairage, ça peut être l'éclairage privé ou d'enceintes commerciales, des choses comme ça, qui vont complètement perturber les papillons de nuit. Et comme à la base ils se repèrent grâce aux étoiles et aux astres en fait, ils vont se mettre dans une certaine position par rapport à la lumière. Sauf que quand la lumière vient du dessus, ça va. Mais quand la lumière est au niveau est plus basse, on va avoir les papillons qui vont se mettre à tourner autour de la lumière et qui vont passer leur nuit autour d'un lampadaire alors que ils pourraient butiner, se reproduire, faire des choses de papillons, quoi. Donc voilà. Là, je vous ai mis l'exemple du fadet des lèches dont on parlait tout à l'heure, notamment parce que il est très menacé par la fragmentation de son habitat. On a vraiment deux populations du Fadet des Lèches en France. On en a une qui est à l'est et une qui est à l'ouest. Et comme c'est une espèce qui se disperse peu, il va pas y avoir de connexion entre les deux. Et donc, il peut y avoir de la consanguinité dans les petites populations, les choses comme ça. Et comme son milieu est aussi un milieu humide, il a tendance à disparaître avec le changement climatique, à s'assécher. Donc voilà, c'est une espèce qui est vraiment ciblée par le PNA, où il y a plein d'actions qui sont mises en sa faveur parce que sinon il risque de disparaître. Et qu'est-ce que ça fait si on n'a plus de papillons? Si on n'a plus de papillons, on va avoir un impact sur toute la chaîne trophique. Donc ça veut dire toutes les espèces qui vont manger les papillons vont disparaître ou en tout cas vont en pâtir. Ça va être le cas des oiseaux qui ont besoin des chenilles pour nourrir leurs petits au printemps. Ça va être le cas des chauves-souris. Beaucoup d'espèces de chauves-souris se nourrissent des papillons de nuit. Euh, Si les papillons disparaissent, on a aussi une grosse diminution de la pollinisation. Les papillons sont d'excellents pollinisateurs. On pense souvent aux abeilles pour faire nos fruits, tout ça, mais les papillons ont un gros rôle à jouer dedans aussi. Et ils sont pas forcément sur les mêmes fleurs que les abeilles, par exemple, et les autres pollinisateurs. Et aussi une perte de diversité végétale. Je vais m'expliquer là-dessus. En gros, les papillons, ils ont des plantes hôtes. Et si il y a une plante qui va trop se développer, le fait que, il y ait des papillons qui soient sur cette plante hôte, la chenille va se développer plus, va avoir plus de chenilles de ce papillon-là qui vont se développer. Et donc, ça va permettre de réguler cette plante-là. En fait, si les papillons disparaissent, on peut avoir des espèces de végétaux en tout cas qui vont prendre le dessus. Et sans la régulation des papillons, ça peut se faire grâce à d'autres herbivores, mais sans cette régulation-là, on peut avoir vraiment des espèces qui prennent totalement le dessus et qui vont faire disparaître d'autres espèces végétales. Voilà, mais vous inquiétez pas, on a des solutions. Et même chez vous, vous pouvez améliorer les papillons et les aider. Donc déjà, vous pouvez nous aider à améliorer la connaissance. Pour ça, on a des programmes de sciences participatives. On a Opération Papillon, par exemple, qui est un programme très simple qui permet de vraiment juste de noter les papillons que vous avez chez vous euh, de façon vraiment très simple. Le Speeple, donc le Speeple, ça va être un outil un programme de sciences participatives qui vise à mieux comprendre tous les pollinisateurs. Donc, ce protocole-là, il vise juste à vous poser devant une fleur ou un ensemble de fleurs de la même espèce et vous prenez en photo tout ce qui passe sur cette fleur-là. Ça peut être des papillons, des mouches, des abeilles, des guêpes, n'importe quoi. Et après, il y a un super réseau de gens qui sont motivés, donc soit des experts, soit d'autres personnes qui sont plus moins spécialisées mais qui veulent apprendre, qui vont s'aider entre eux, s'entraider en tout cas pour identifier les espèces. Et en plus, il y a plein d'outils super pour aider à l'identification des espèces qui existent autour de ce protocole-là. On a aussi deux autres protocoles qui consistent à faire des transects ou des comptages. Donc en gros, c'est
aller tout droit pendant un petit moment, donc c'est 15 minutes pour les deux autres protocoles, donc le comptage 15 minutes et le STERF, qui vise à aussi noter toutes les espèces de papillons. Vous avez des petits outils aussi pour les reconnaître, euh, pour savoir après ben, comment évoluent les populations de papillons. Sinon, si vous avez un jardin ou accès à un espace naturel, vous pouvez faire plein de trucs. Vous pouvez planter du végétal local. Pourquoi planter du végétal local et pas n'importe quelle fleur que vous retrouvez en jardinerie? Déjà parce que si vous mettez des espèces qui sont pas de chez nous, les chenilles vont pas le manger. Les papillons souvent vont pas se nourrir dessus. Et en plus, vous pouvez faire des bourdes, c'est-à-dire penser qu'on va améliorer les papillons en mettant un buldeia, l'arbre à papillon par exemple, dans notre jardin. Sauf que l'arbre à papillon, ben, il attire beaucoup les papillons, donc c'est super pour les voir, mais il les nourrit pas beaucoup. Il est très peu nourricier pour les papillons, donc ils vont passer en gros leur journée à essayer de se nourrir pour pas grand-chose. Donc voilà, donc c'est mieux de favoriser des espèces de végétales locales. Vous avez cette petite euh, nomination végétale locale sur soit des pépiniéristes locaux, que vous pouvez vous renseigner, soit dans des jardineries, des fois vous trouverez des graines avec la mention végétale locale. Vous pouvez aussi vous rapprocher d'associations locales qui vous conseilleront sur quoi planter chez vous. Et voilà. Euh, Si vous avez un jardin, vous pouvez aussi moins tondre ou laisser des zones non tondues. Donc, juste si vous laissez un petit carré où la végétation monte un petit peu, vous avez des herbes un petit peu plus hautes, des fleurs qui se développent, tout ça, ben c'est super. C'est super pour les papillons parce qu'ils pourront manger, les chenilles pourront se développer et ça leur fait un petit refuge comme ça. Bon, bien sûr, pas de pesticides, pas d'insecticides, tout ça. Pas hésiter à planter des haies, pareil en végétal local toujours. Et pour les papillons de nuit, réduire les éclairages. Donc, ça peut se faire à l'échelle des collectivités. Donc, soit mettre des éclairages particuliers pour éviter de disperser trop la lumière. Donc, des éclairages, par exemple, qui vont que vers le sol. Soit, ben, même en tant que particulier, vous pouvez euh, limiter les éclairages nocturnes dans votre jardin ou ben, quand vous faites une soirée chez vous dans votre maison, fermez les volets pour éviter que les papillons ils se mettent tous sur la vitre, des choses comme ça qui sont très simples à faire et qui aideront les papillons. Voilà, et n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous renseigner sur des associations locales qui vous guideront sur comment reconnaître les espèces, comment les favoriser, euh, voilà. Et il y a plein d'outils qui existent. Donc, il y a des livres. C'est un des groupes qui est le plus connu, en tout cas les papillons de jour chez les insectes. Il y a plein de livres qui existent. Vous pouvez avoir des livres à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe. Vous pouvez avoir des livres régionaux, souvent, qui existent. Donc, soit des petits guides, soit les atlas qui vont... Donc, les atlas, ça va vraiment regrouper toutes les espèces et savoir comment se dispersent ces espèces-là, se répartissent ces espèces-là dans la région. Et vous avez aussi plein de sites. Là, je vous ai mis quelques exemples. Quelques exemples. Il y a l'épinette, Oreina, l'Épidoptera et le site du PNA, le dernier site que j'ai mis. Et maintenant, on a Super Manette Papillon, la dernière version, qui est un super outil pour apprendre à connaître les papillons tout en s'amusant. Et je laisse du coup la main à Camille pour en parler plus précisément. Merci. Ah, Merci petite beaucoup. question avant, Ouais. très précise de Sandra, Ok, qui s'intéresse au fadet des lèches ok. et qui demande si une mare, aménager une mare, ça serait intéressant pour cette espèce, et si oui, quelle plante introduire autour de la mare? Alors, aménager une mare, c'est toujours une bonne idée pour la biodiversité, pour plein d'espèces, pour les amphibiens, pour les odonates et pour les papillons aussi, notamment les papillons de zone humide. Euh, Comment aménager sa mare? Il y a des tutos qui existent sur Internet et je crois que le CBN aussi, le CN, pardon, Les le CPN. CPN ont ont Oui. des super outils comment aménager une mare. On a trois outils, trois cahiers techniques sur la mare. Il y a un cahier technique sur la création d'une mare,
un cahier sur la gestion et l'aménagement de la vie de sa mare une fois qu'elle est créée, et après un outil sur l'animation naturaliste autour d'une mare, ouais. Voilà. Et donc, surtout pas mettre de poissons, en gros. Mettre du végétal local aussi, donc des plantes qu'on va retrouver dans les mares, les étangs autour de chez vous. Et ben, pour le fadet des lèches, c'est une espèce qui est très particulière. Il faut savoir déjà si est-ce que là où vous êtes, il y a du fadet des lèches ou pas. Et pour le favoriser, la seule plante qui va vraiment lui aimer, c'est la Molynie bleue. Donc c'est une graminée qu'on va retrouver au bord des zones, enfin dans des zones humides. Donc c'est cette plante-là vraiment qu'il faut planter si vous voulez le favoriser. Après, c'est vraiment une espèce qu'on va pas retrouver partout et qui disperse très peu. Un individu va faire quelques centaines de mètres dans sa vie, à peine. Pour une espèce volante, c'est ridicule. Donc, ouais, bien se renseigner si ça vaut le coup de favoriser le fadet chez vous, s'il peut y en avoir ou pas. Voilà. Super, merci. Je pense qu'on a répondu à la question avec précision. Et ben voilà, presque la fin de cette présentation, puisque là, donc, vous avez la mallette pédagogique Mission Papillon dans son intégralité qui vous est présentée. Donc, sur la droite de votre écran, vous avez le Kiki Manque Papillon, le cahier technique Papillon de jour et le Loto Memory avec les associations et les interactions de plantes hôtes. Donc ça, c'est les trois outils que je vous ai préalablement présentés qui se trouvent dans la mallette. Et ensuite, si on se déplace dans le sens des aiguilles d'une montre, il y a un poster avec les 25 papillons les plus communs. Il y a des cartes supplémentaires, donc il y a des cartes qui permettent de faire une petite marionnette animée de papillons, et il y a un jeu d'assemblage de paires d'ailes avec le corps correspondant, et puis des planchettes d'identification aussi supplémentaires. Et en fait, tout ça n'a pas forcément de sens sans le livret associé. Donc ça, c'est le cahier méthodologique qui a pour objectif de vous accompagner à la découverte des papillons et à l'élaboration d'un projet pédagogique complet. Et donc, au sein de ce cahier, on va vous proposer le déroulé pédagogique que nous, on met en place au sein des clubs CPN, au sein du réseau CPN, et qu'on a envie de vous partager. Donc, qui va en gros, favoriser l'émerveillement à aller sur le terrain pour découvrir, se poser des questions, avoir accès à des informations, savoir trouver les informations et apprendre à du coup mieux connaître ce sur quoi on se questionnait et approfondir le sujet, et enfin finir par une mise en action. Donc ça peut s'apparenter à de la pédagogie de projet. Et donc au sein du livret Lépido, vous allez retrouver l'intégralité en fonction des objectifs qu'on a. Par exemple, si mon objectif de mon animation, de ma séance, de ce que je veux organiser, c'est provoquer l'envie de découvrir les papillons, parce que des fois on peut s'adresser à un groupe. Alors, nous, on a très envie de leur montrer les papillons, mais eux, ils n'ont pas forcément envie. Et nous, dans notre façon d'appréhender les apprentissages naturalistes, on a envie de donner envie. Donc si notre premier objectif pédagogique, c'est provoquer l'envie d'aller rencontrer les papillons, il y a une activité qui s'appelle Dessine-moi un papillon, par exemple, pour commencer à se dire, faire un état des lieux aussi des représentations initiales du groupe, pour commencer à se dire, ah mince, comment je dessinerai un papillon en fait? Combien j'y mets de pattes, combien j'y mets d'antennes, de quelle forme je vais les faire, combien je vais mettre d'ailes finalement. Et donc, ça insuffle un peu des questionnements dans le groupe, et c'est une des idées d'activité qui peut répondre à l'objectif, aller donner envie de découvrir les papillons. Si notre objectif pédagogique, c'est
connaître les critères d'identification d'un papillon, donc en référence au tout début de la présentation de Johan, c'est quoi un papillon? Du coup, par exemple, là, on renvoie vers deux activités, un jeu de cartes, donc ça c'est dans le livret, c'est à vous ensuite de les imprimer et de les mettre en page comme vous le souhaitez. Un jeu de cartes avec plein d'insectes avec des ailes, et donc il faut se demander lesquels sont des papillons et lesquels ne sont pas des papillons. Et puis une idée d'activité aussi de récolte, toujours sur comment on reconnaît un papillon, une idée de récolte d'écailles. Donc il n'y a pas de capture de papillons. Et en fait, quand on cherche bien des écailles de papillons, je veux dire sur les ailes, des ailes de papillons ou des papillons morts, on peut en trouver. Et donc ensuite, on va observer au microscope ou à la loupe binoculaire les différentes écailles qu'on voit sur les ailes qui permettent de les différencier d'autres insectes qui pourraient avoir des ailes aussi. Voilà, donc en fonction de notre objectif, si l'objectif c'est distinguer les différentes familles de papillons, si notre objectif c'est connaître le cycle de reproduction, comment se reproduit un papillon, etc., au sein du livret, vous avez la totalité des activités qu'on propose, les idées d'activités qu'on vous propose à mettre en relation avec votre objectif pédagogique, qui peut se dérouler sur la totalité de plusieurs séances sur l'année en fonction du groupe que vous voulez animer, mais qui peut aussi s'appliquer à 1 heure d'activité. Alors c'est très très court, mais de comment passer de la phase de donner envie de découvrir à la phase maintenant j'ai envie de voir des papillons partout et donc je vais me mettre en action pour ça. Et donc ce cahier qui est le livret Lépido cahier méthodologique qui accompagne la mallette, c'est le seul objet qui n'est pas en vente seul puisqu'il est accompagné des outils qui sont déjà clés en main qui sont avec. Voilà pour la présentation complète de la mallette. Et on est dans les temps, ou dans la mare, dans les temps et dans la mare, pour les questions à propos des outils, des clubs CPN, de l'OPI aussi en règle générale, et le prix de la mallette. Le prix de la mallette, oui, c'est 55 euros. Enfin, c'est une mallette en carton. Du coup, ça fait partie des éléments qu'on a revus à la réédition de cette mallette, c'est que du coup, les matériaux sont un peu plus éco-responsables que précédemment. Et donc, c'est une mallette un peu comme un attaché-caisse en cartonné avec à l'intérieur tous les outils qui se retrouvent. Il y a par exemple aussi, on a le même type de mallette sur la haie qui s'appelle Aime ton arbre, qui est aussi à la fédération. Et je vois en même temps, désolée Flore, des fois je te pique ton travail de modération parce que je peux pas m'empêcher de regarder un peu les questions en même temps. Je t'en prie, vas-y. Je vois, j'ai pas été vérifier si la mallette était en boutique juste avant le Zoom, puisqu'elle est vraiment tout chaud, tout Non, elle, neuf. elle n'est pas encore, Et j'ai donc c'est ça, vérifié. hein. Ouais, Ouais. voilà. Donc ben voilà, il faut se tenir informé, sachant que l'information circulera dans notre newsletter. Donc si jamais vous voulez vous inscrire à la newsletter, ne serait-ce que pour recevoir cette info, et après vous vous désabonnez, on vous en voudra pas, on vous courra pas après. Vous pouvez faire ça. Et c'est vrai que j'ai pas l'information, mais je pense que c'est une question de jours avant qu'elle soit en ligne, puisque elle est imprimée et vraiment quasi prête à partir. Mais c'est vraiment la toute dernière nouveauté des outils pédagogiques. Voilà, en exclusivité pour vous ce soir. Euh, voilà, ben, je vous remercie tous et toutes et vraiment je vous invite si vous avez envie de poser des questions dans le chat ou à l'oral aussi, on peut se rallumer les micros et les images si on veut et je vais couper l'enregistrement.